Mesdames et messieurs, comme je vous ai toujours dit que vous n'avez jamais eu tort de suivre cette émission, La Diaspora, qui vous a été toujours présentée par votre humble serviteur que je suis, William Tshisekedi, et surtout que vous avez toujours l'habitude de nous regarder comme ça sur la chaîne des références Antenne A et sur nos plateformes. Sur YouTube, nous sommes sur La Diaspora Télévision et aussi, vous avez toujours l'habitude de nous regarder sur Canal Plus 350D. Encore une fois de plus, bienvenue dans votre émission La Diaspora. Nous avons le plaisir aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, de recevoir Jean-David qui sera notre invité dans cette émission. Nous allons parler avec lui politique. Nous allons parler avec lui aussi de beaucoup de choses à travers cette émission. Donc, vous allez découvrir Jean-David. Il a plusieurs casquettes. Il va devoir se présenter dans cette émission et nous allons aussi et parler comme d'habitude. C'est une émission d'actualité qui vous a toujours parlé aussi des informations des migrants et pourquoi pas aussi des actualités politiques nationales tant qu'internationales. Et nous avons récolté certains articles comme d'habitude. On va devoir décortiquer ça avec Jean-David qui est notre invité. Mais avant de recevoir Jean-David, fidèle téléspectateur, je vais vous informer aussi que l'artiste côté musical, l'artiste Ferré Gola s'est produit le samedi dernier. Donc c'était vraiment très bien. Un monde fou qui était au rendez-vous. En tout cas, une fois de plus, merci à tout le monde qui s'était déplacé pour venir soutenir l'artiste Ferré Gola. Et il y a aussi il y a une autre production qui aura lié à Bienne avec Zaiko Langa Langa. Mais du côté aussi des Paris, on nous annonce aussi que Héritier Watanabe va devoir se produire dans une des salles à Paris et il a visité cette salle-là, c'était hier. Et on va parler de tout ça à travers cette émission La Diaspora. Merci infiniment à la grande équipe qui m'a toujours tenu compagnie pour que cette émission se passe dans de très bonnes conditions. Merci à toi Henri Noël Mboutavokia Immortel. Merci aussi à toi Marquis Toussé Voutaï S à la prise de vie. Et merci aussi à toi Lise Kaka, cette équipe qui travaille comme des taureaux pour que cette émission se passe dans de très bonnes conditions. Donc merci à vous. Nous commençons notre émission, mesdames et messieurs, avec mon invité qui est Jean-David, que je vais directement dire bonjour Jean-David. Bonjour. Jean-David, vous allez bien? Ça va très bien, et vous? Oui, ça va. Est-ce qu'on vous voit ou est-ce qu'on se tutoie? Oh, comme tu veux, hein. Voilà, on peut se tutoyer, ça ne dérange pas. On est des hommes du peuple. Tout à fait, on est des hommes du peuple blanc. Merci et puis bienvenue dans notre émission La Diaspora qui est aussi la vôtre. Aujourd'hui, Jean-David, je vais quand même laisser la place à tous les téléspectateurs qui sont tentés de te regarder en ce moment parce que nous sommes suivis à travers le monde entier. Les gens qui sont tentés de te regarder, ils aimerions quand même savoir qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites exactement, Jean-David. Je suis un membre de la diaspora congolaise de Suisse. Oui. Et j'ai plusieurs casquettes dans la vie. Mm-hmm. Au niveau professionnel, je dirais que je suis dans l'analyse politique. Oui. Et au niveau plus personnel, mais bon, souvent ça se rejoint. Mm-hmm. Je me qualifierais comme un activiste. Mm-hmm. Un activiste est quelqu'un qui aime réfléchir aussi. Qui aime réfléchir à quoi? À la situation et à l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo, et de notre continent, le continent africain. Oh, tout à fait. Mais quand vous dites que vous êtes analyste politique, c'est-à-dire vous exercez aussi dans le métier, parce que les Africains prennent la politique comme un métier, mais par contre ici la politique c'est pas un métier. C'est juste que toute personne, comme on a toujours dit, si vous ne vous occupez pas de la politique, eh bien, la politique s'occupera de vous. Alors, vous, ça fait combien de temps que vous êtes dans cette moule de la politique? Alors, dans le moule de la politique, ça fait quand même pas mal d'années. Moi, j'ai commencé ma formation universitaire en politique, sciences politiques, c'était en 2018. J'ai commencé mon bachelor. En sciences politiques? Voilà, exactement. Vous avez fait ça ici? Exactement, à l'université de Lausanne. Oui. Et puis, je dirais, en parallèle du début de cette formation, j'avais beaucoup d'amis qui étaient eux-mêmes impliqués dans les partis politiques.
Dans les partis politiques d'ici ou bien du Congo? Les partis politiques d'ici, Ok. de Suisse. De la Suisse, ok. Au parti socialiste, j'avais Oui. beaucoup d'amis qui étaient là-bas, j'avais quelques amis chez les Verts aussi. Chez les Verts, oui. Je connaissais aussi quelques personnes au PLR. Et moi, ma vision, je ne me suis jamais engagé dans un parti, mais j'ai toujours gravité autour des partis. Parce que je trouve que parfois c'est plus intéressant d'être on va dire, autour du parti pour voir un peu comment ça se passe et pour avoir aussi une certaine marge de manœuvre qu'être vraiment dans l'appareil du parti. Parce que être dans un parti, ça donne bien sûr un certain nombre d'avantages, mais ça donne aussi un certain nombre de restrictions et ça limite la marge de manœuvre. Après, de manière, on va dire, plus professionnelle, ça date de 2022. Année à laquelle j'ai monté ma structure qui s'appelle UPIA et qui est en vérité une structure qui est sur le modèle du think tank. C'est-à-dire que l'idée derrière UPIA, c'est de faire de l'analyse politique, de l'analyse sur les politiques publiques, les politiques de développement, les politiques économiques du continent africain, de tous les pays, et des diasporas également. Et puis, en partant de là, essayer de tirer des solutions. Parce que ce que j'ai remarqué au cours de mes études, c'est que on est souvent dans la critique. On dit souvent, il y a ceci, cela qui ne fonctionne pas. Mais on est beaucoup moins dans la proposition. Et c'est-à-dire, en 2022, j'étais sur la fin de mes études et avec quelques collègues à moi de mon master. J'ai fait le master à l'université de Genève. C'était ce qu'ils appellent les relations internationales. Et la spécialisation, c'était sur l'Afrique. Parce qu'ils ont ce qu'ils appellent les area studies. Donc tu peux choisir, soit tu fais Asie, Europe. Nous, on a choisi l'Afrique. Et donc il y a beaucoup de... On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de critiques, mais très peu de force de proposition. Donc on s'est dit, essayons de mettre en commun nos formations et nos cerveaux pour essayer de dresser des propositions pour faire mieux les choses, vu qu'apparemment les choses ne se font pas bien, en tout cas jusqu'à maintenant auraient pu être améliorées. Maintenant, essayons de faire mieux les choses. D'accord. Quand vous dites que jusqu'à maintenant les choses ne vont pas bien, donc c'est-à-dire ça ne va pas bien dans votre pays d'origine, en Afrique, ou bien ça ne va pas bien où? Les choses ne vont pas bien dans mon pays d'origine, en République démocratique du Congo, mais aussi dans le reste de l'Afrique. On peut faire un historique de ce qui s'est passé entre les années 60, c'est-à-dire les indépendances, et aujourd'hui. À l'époque des indépendances, il y avait énormément d'optimisme, pour des raisons assez simples. Les pays africains qui se sont émancipés des tutelles des anciennes puissances impériales, les leaders et même les populations de ces pays étaient bien conscients d'une chose, c'est qu'ils étaient détenteurs d'énormes ressources, ressources naturelles. Et à ce moment-là, l'idée c'était de se dire, avec toutes les ressources qu'il y a en Afrique, dans quelques décennies, l'Afrique sera économiquement au niveau de ce qu'on voit en Europe, etc. Malheureusement, l'histoire nous a montré que c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, pour tout un tas de raisons. Donc, manifestement, il y a des choses qui n'ont pas été bien faites, ou en tout cas qui auraient pu être faites d'une meilleure manière ou différemment. Les responsabilités sont multiples là-dessus, elles sont partagées par différents acteurs, mais voilà, l'idée c'est de se dire, puisque maintenant, on a beaucoup critiqué, mais qu'est-ce qu'on fait de mieux maintenant? Et c'est ça l'idée de ma structure qui est UPIA. UPIA, voilà. Nous allons... Une de mes structures, une de mes casquettes. L'une de tes casquettes, donc tu en as plusieurs. Voilà, exactement. Quoi encore? Comme à part UPIA, vous avez encore, parce que vous venez de dire que vous avez plusieurs casquettes. Alors effectivement, j'ai plusieurs casquettes. La deuxième casquette, c'est plus une qui est centrée sur la politique locale. Locale, en Suisse. En Suisse, oui. En 2000, enfin moi j'ai fait énormément d'activisme ici en Suisse, dans les associations afro-descendantes, c'est-à-dire c'est les associations panafricaines.
Et j'ai en Suisse, en tout cas, commencé dans ce qu'on appelait l'association des étudiants afro-descendants. Une association qui s'est fondée en 2018, quand j'étais à l'université. Et on faisait beaucoup de travail avec cette association. L'idée, bien sûr, c'était d'être une sorte de force qui allait pointer du doigt les problèmes de la société suisse par rapport aux populations africaines qui vivent dans ce pays, et qui allait faire en sorte de tirer des sonnettes d'alarme aussi quand il y avait des problèmes. Un exemple tout bête, en 2019, si je ne dis pas de bêtises, il y a à l'université de Lausanne des personnes qui ont jugé que c'était une bonne idée de se déguiser en noir. C'est se déguiser en noir, c'est ce qu'on appelle le blackface. Peut-être tu connais cette pratique, pratique qui est née aux États-Unis. Donc voilà, ils ont fait ça, ils trouvaient ça très malin de faire cela. Et il y avait plein de professeurs qui étaient dans l'éditoire quand ils ont fait ça. Personne n'a rien dit. Donc c'est nous, l'association des étudiants afro-descendants, qui avons tiré la sonnette d'alarme, qui a dit on arrête tout, on stoppe, on ne se déguise pas en noir, on n'accepte pas qu'il y ait comme ça des comportements racistes qui puissent prendre place dans cette structure universitaire. Mais attends, là c'était vos collègues étudiants qui s'étaient déguisés en noir. Voilà, exactement. Donc quelque part, déjà ce sont des actes de racisme et tout. C'était une façon de vous insulter, vous qui étiez comme leurs collègues. Et quand vous avez vu ça, vous vous sentez comment? Moi, à titre personnel en tout cas, je dirais. Ça vous a choqué? Je vais te dire ce que je dis toujours quand il y a ce genre de cas qui se passe, que ce soit en Suisse, en France, aux États-Unis. C'est choquant, mais ce n'est pas surprenant. Parce qu'en réalité, ce sont des choses qu'on connaît toutes et tous. C'est la réalité de l'Europe, c'est la réalité de l'Occident. Oui, il y a un racisme qui est écrasant ici. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est que à partir de ce constat, qu'est-ce qu'on fait de ce constat? Est-ce qu'on se dit, bon, voilà, c'est un fait? Ou est-ce qu'on se dit, non, maintenant on a envie que les choses changent, on a envie de défendre nos intérêts? C'est le parti pris qu'on a pris avec cette association qui était donc l'AEA, qui existe encore aujourd'hui. Maintenant, ce sont nos cadets qui ont pris le relais. Et de cet activisme, en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que à chaque fois qu'on essayait de pousser certaines affaires, comme justement cette affaire-là, ou un peu plus tard, il y avait eu l'histoire du Grand Conseil du canton de Vaud. Donc bon, pour faire l'histoire courte, la présidente du Parlement du canton de Vaud, en 2022, ou 2021, non 2021, excuse-moi, durant une session du Parlement, à imiter ce que eux appellent l'accent africain. Tu sais, quand ils imitent, etc. Elle s'est permise de faire une imitation, comme ça, elle fait une imitation d'Africain, dans l'enceinte du Parlement pendant une session. Donc, on a pris les devants, encore une fois, pour cette histoire-là. On a fait monter. Et en fait, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'on s'est vraiment rendu compte, avec cette histoire qui était très politique, que à chaque fois qu'on essayait de faire monter des affaires vraiment haut, à chaque fois qu'on voulait qu'il y ait des vraies sanctions, qu'il y ait une vraie prise de conscience aussi de la population, de la société, ça bloquait. Ça bloquait en fait au niveau politique. Et pourquoi est-ce que ça bloquait? Parce que en fait, nos parlements, nos instances politiques qui sont censées être représentatives de la population ne le sont pas. Parce que si tu vas aujourd'hui au Parlement national à Berne, tu verras qu'il n'y a aucun noir là-bas. Et pourtant, il y a énormément de personnes noires dans ce pays qui ont la nationalité. Je ne sais pas combien, c'est très compliqué de parler de pourcentage en Suisse parce que tu sais qu'on ne peut pas faire les statistiques ethniques. Mais il suffit de se balader dans n'importe quelle ville, que ce soit à Lausanne, à Genève, ou même ici, pousser des gens justement qui ont cette fibre politique, qui ont cette fibre militante, qui ont envie de représenter un peu les différentes communautés africaines établies dans ce pays et de donner en fait de la force à ces gens, c'est-à-dire leur donner du soutien, essayer de voir comment est-ce qu'on peut les coacher, essayer de voir comment est-ce qu'on peut les aiguiller et essayer de voir même comment est-ce qu'on peut
récolter des votes pour ces gens-là, qui vont aller se présenter à des élections à gauche ou à droite. Tout à fait. Mais Jean-David, quand vous dites que si vous sillonnez et que si vous partez au Parlement à la Confédération, vous ne verrez jamais un député d'autres couleurs. Qu'est-ce que cela a à voir avec la population? Est-ce que le peuple eux-mêmes, les gens, c'est-à-dire la communauté noire, ils osent aussi de postuler jusqu'à ces niveaux-là, arriver à ces niveaux-là, ou bien c'est juste qu'on est tenté de dire parce qu'il n'y a pas de noirs là-bas, on dit bon ça va, comme il n'y a pas de noirs, c'est la faute aux politiciens. La démocratie, c'est un concept qui est multiple. C'est-à-dire que dans la démocratie, c'est pas seulement organiser des élections de temps en temps et dire bon voilà on a organisé, c'est bon. La démocratie a le concept de représentativité. C'est-à-dire que normalement, c'est pour ça qu'il y a un parlement. Normalement, au sein d'un parlement, toutes les strates, tous les groupes sociaux d'une population donnée doivent être représentés, dont les institutions politiques. C'est ça, sur le papier, c'est ça la démocratie. Or, on se rend compte que ce n'est pas le cas en Suisse. Donc ça, c'est un vrai problème de démocratie dans ce pays. Maintenant, pour savoir à qui attribuer la faute, je dirais, tu sais, comme dans chaque problème social, la faute, c'est pas X ou Y, c'est pas ça ou ça, c'est toujours complexe. Je dirais qu'il y a une responsabilité qui est partagée. Certes, d'une certaine manière, il y a ce qu'on peut appeler un sentiment de non-légitimité chez un certain nombre de personnes africaines dans ce pays, qui pourtant ont la nationalité, qui constitutionnellement parlant, ont le droit de se présenter, mais il y a toujours un peu cette idée qu'il faut se faire petit. C'est quelque chose qu'on entendait beaucoup. Tu sais, moi j'ai grandi en Suisse, et les Africains, donc de la diaspora, qui ont grandi dans ce pays, pourront tous te le dire, c'est quelque chose qu'on entendait énormément quand on était petit. On disait, fais-toi petit, tu sais. Parce que, n'oublie pas, tu n'es pas chez toi. Tu n'es pas vraiment chez toi. Donc, tu vois, fais en sorte que ta tête ne dépasse pas. Parce que si ta tête dépasse... Donc c'est-à-dire, on vous met une limite, voilà, de réfléchir. Voilà, donc, vous ne pouvez pas réfléchir au-delà. Voilà. On nous disait toujours ça, fais-toi petit, ne te fais pas remarquer, voilà, essaye de passer entre les gouttes. Et, bon, d'une certaine manière, je ne blâme pas les anciens qui nous disaient ça, parce que, comme chaque parent, ils voulaient ce qui était le mieux pour leurs enfants. Bien sûr. Et ils savaient qu'ils étaient dans une société profondément raciste. Donc, ils savaient que leur enfant, s'il se faisait trop remarquer, oula, ça allait très mal se passer pour lui. Donc, ils ont fait ce qu'ils pensaient, et peut-être même ce qui était le mieux pour leurs enfants. Mais, maintenant, on arrive à une autre génération de gens qui ont pour beaucoup grandi ici et qui n'ont plus envie de se faire petit. Donc, tu vois, il y a un switch dans la mentalité des gens qui, à mon avis, est un bon switch. C'est-à-dire qu'on va aller vers de plus en plus de gens qui ont envie de se faire voir, de dire, voilà, on est aussi des personnes qui habitent dans ce pays, on paye nos impôts comme tout le monde, on contribue à la société comme tout le monde, donc on doit aussi avoir les mêmes droits que les autres, on doit aussi être représenté. Maintenant, ça c'était une partie du problème, effectivement. La deuxième partie du problème, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la discrimination électorale dans ce pays. La discrimination électorale. C'est-à-dire que ça a été... c'est sorti ça dans une étude universitaire il y a quelques années. C'était une étude de l'université de Neuchâtel, je crois, je pourrais te ressortir, qui t'explique qu'en fait, dans ce pays, donc tu vois les listes électorales pour les élections, en fonction de ton nom, tu pars avec certains désavantages. C'est-à-dire que pour faire cette étude, en fait, ils ont regardé systématiquement beaucoup de listes et ils ont vu que les personnes qui avaient des noms, comme ils disent, à consonance, c'est-à-dire à consonance africaine, peut-être
d'Europe de l'Est, peut-être à consonance arabe, et ben, donc énormément de bulletins, c'était biffé. Parce que tu sais, en fait, ici, pour expliquer peut-être aux téléspectateurs comment ça se passe ici, les élections, quand il y a donc une liste électorale, on peut faire tout ce qu'on a, on peut faire des ballottages, on peut faire plein de choses, et on peut aussi biffer des noms. C'est-à-dire, quand tu votes pour une liste, tu n'es pas obligé de voter pour toute la liste. Si X ou Y ne te plaît pas dans la liste, tu peux biffer son nom. Et c'est ça qu'on a vu. On a vu que sur des milliers et des milliers de listes, systématiquement, les gens qui avaient des noms à consonance africaine, les noms sont biffés. Donc ça en dit long. Tout ce que vous venez de dire là, donc ça prouve vraiment que la démocratie, quelque part dans ces pays, elle n'est pas respectée. Bien sûr. Et bon, de toute manière, une démocratie... une démocratie par écrite, mais les effets ne suivent pas. Exactement, de toute manière, une démocratie parfaite, ça n'existe nulle part. Il faut savoir qu'aussi, la démocratie, c'est un concept qui est pluriel. Il n'y a pas qu'une seule forme de démocratie. Même en Europe, si tu regardes la démocratie en Suisse, n'est pas tout à fait la même que la démocratie française ou que la démocratie norvégienne. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu parlais de cette attitude de toujours donner des leçons. En fait, ce sont, à mon sens, des résidus de la pensée coloniale. C'est-à-dire que pendant un certain nombre d'années, voire même de siècles, l'Occident était le centre du monde. C'est-à-dire c'était là où il y avait vraiment toute la puissance, etc. Et cette force qu'ils ont développée leur a permis d'aller rapiller des bouts de territoire ici, à gauche, à droite, d'aller coloniser en Afrique, en Inde, en Amérique. Et ça a créé justement ce complexe de supériorité. Cette pensée qu'ils sont légitimes à expliquer aux gens. Parce que pendant plusieurs siècles, c'était normal. L'Occident, se considérant comme le phare de l'humanité, allait expliquer à tout le monde, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les cartes ont été rebattues. On est en 2024. L'Occident en 2024 n'est pas l'Occident de 1960. De 1960 et encore moins l'Occident de 1904. Donc tout a changé. Voilà, donc si on analyse le réel, les données réelles du terrain, on voit que ça a changé. Aujourd'hui, il y a d'autres pays qui sont au moins autant puissants que l'Occident. En Asie, tu peux voir aujourd'hui des pays comme la Chine, comme la Russie. La Russie a été toujours depuis. Hein. Voilà, ou même des pays comme le Vietnam. Des pays comme, il y a plein de pays, des pays comme l'Indonésie aujourd'hui. Plein de pays, et même en Afrique. Il ne faut pas croire que l'Afrique est toujours autant à la ramasse qu'on pense. Même en Afrique, il y a beaucoup d'économies émergentes. Donc, cette situation-là a changé. Mais le problème, c'est que l'esprit n'a pas changé en Occident. Les gens continuent à se comporter comme ils se comportaient il y a 100 ans. À penser qu'ils sont légitimes d'aller donner des leçons à tout le monde. Et le problème est là. Voilà, merci beaucoup Jean-David. Nous continuons notre émission. Fidèles téléspectateurs, nous avons donné le temps à Jean-David de pouvoir s'exprimer et à répondre à des questions. Donc je crois que vous nous regardez comme ça à travers le monde entier. Et vous avez quand même su qui il est, Jean-David, et qu'est-ce qu'il fait exactement. Donc voilà, et là Jean-David, comme j'avais dit dans le sommaire de notre émission La Diaspora, nous récoltons certains articles qui sont publiés par nos collègues. Là nous avons un article qui est publié par Infomigrant. Voilà, nous allons lire l'article et nous allons aussi prendre votre point de vue par rapport à l'article publié. Alors,
l'ONG allemande Sea-Watch a diffusé mercredi une vidéo montrant des gardes-côtes libyens munis des bâtons frapper des migrants qui venaient d'être secourus par un navire marchand. Sous la menace, les exilés ont été forcés de descendre du pétrolier et ramenés en Libye où ils risquent de multiples abus. Sea-Watch dénonce une nouvelle fois les comportements des Libyens et la complicité de l'Europe dans les violations des droits de l'homme en Méditerranée. Alors, Jean-David, en lisant cet article, est-ce que vraiment, parce que je ne pense pas que tous ces gens-là qu'on est en train d'intercepter dans l'eau par les ONG consorts, ce sont que les Africains, voire aussi leurs frères africains, le malmener, le maltraiter, les frapper et tout consort. C'est-à-dire, quelque part, les Africains, nous-mêmes, on ne s'aime pas. Si nous-mêmes, on n'arrive pas à s'aimer, comment est-ce que d'autres personnes pourront-ils nous aimer et pourront-ils nous donner, comment dirais-je, nous faire confiance ou soit nous aider si nous-mêmes nous n'arrivons pas à nous entraider? Bon, je crois que la situation libyenne qui est vraiment honteuse, hein, oui. Elle est assez représentative d'un problème plus général qui est finalement ce qu'on a souvent appelé le problème des deux Afriques, ce qu'on appelle l'Afrique blanche et l'Afrique noire. C'est-à-dire l'Afrique blanche, les pays d'Afrique du Nord, pays du Maghreb, plus l'Égypte, donc Libye, etc. Et les pays d'Afrique noire, qui ont une histoire des plus complexes et des plus compliquées. Je crois qu'il faut se dire les choses. Oui. Et ça a souvent été peut-être ça a souvent été un sujet tabou, mais si on prend l'exemple des traites, des esclaves, ce n'est pas nouveau qu'il y a des abus, tu vois, dans ce qui était avant des royaumes, c'est pas nouveau qu'il y a des abus de personnes noires. Donc, est-ce que vraiment la Libye est un pays qui est de culture arabe, donc c'est très différent d'un pays qui est de culture, qui est de culture bantou comme le Congo. Tu comprends? Oui. Donc certes, ce sont des Africains, mais n'oublions pas qu'en Afrique, il y a aussi différentes cultures. Vous venez de dire que vous avez aussi travaillé aux côtés, là où on reçoit des migrants. Quel est le message que David peut lancer à tous ces jeunes gens qui pensent que l'Europe, c'est vraiment le paradis, donc à tout prix, ils peuvent sacrifier leur vie, tout ça pour qu'ils puissent venir en Europe, pendant que ce n'est pas ça la réalité. Qu'est-ce que vous pouvez lancer, tant que politique, qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message à tous ceux qui sont en train de te regarder en ce moment? C'est vrai, les autres diront, non, écoutez, David, là, il nous agace avec ce qu'il est en train de dire, parce que lui, il est né là-bas, il a grandi là-bas, il est là-bas et tout ça. Nous aussi, nous voudrions venir palper du doigt cette souffrance dont David est en train de nous dire. Qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message à tous ceux qui sont en train de nous regarder? Je trouve que c'est très facile à dire. Oui. Quand on vit ici, dans notre petit confort suisse, c'est très facile à dire. Oui. Donc, je ne me vois pas tenir ce genre de discours. Par contre, le discours que je peux tenir, c'est celui peut-être d'une touche de réalisme. Oui. Moi, je crois que les gens font les calculs qu'ils ont à faire dans leur vie. Si quelqu'un estime, en faisant tous ces calculs de risque qu'il doit payer pour venir, etc., que c'est la bonne décision, qu'il fasse. Moi, je ne suis personne pour lui dire non, tu ne dois pas faire. Cependant, ce que je peux lui apporter, c'est de lui dire méfie-toi quand même, renseigne-toi bien sur la réalité du terrain pour ne pas te retrouver, quand tu seras ici, dans la même situation que toutes ces personnes que j'ai côtoyées, dans le cadre de l'EVAM ou ailleurs, qui ont eu ce qu'on appelle une douche froide. Donc, si tu penses que c'est ce qu'il faut faire, go, fais-le. Mais
sois un homme bien informé, quoi. Ne pars pas avec des étoiles dans les yeux, sinon tu risques d'être déçu. Voilà ce que je dirais. Voilà. Merci, ça c'est un bon conseil. Merci à tout le monde qui sont en train de nous regarder en ce moment. Merci à toi, Olga Mata, et à partir de Bruxelles. Merci à toi. Merci aussi comme ça à toi, Cyril Nguindou, et à Paris Okwes, à partir des Zurich. Vous avez toujours l'habitude de suivre cette émission, La Diaspora. Merci aussi à toi, Marquis, tous ces fauteuils S. À la prise de vie, merci aussi à toi, comme ça, l'homme du passeport rouge, l'oiseau migrateur qui réside en France, des jeunes à Singapour, aux États-Unis d'Amérique. Il est toujours entre des avions, 3 coups de fil et 4 réunions. Lui, on l'appelle Ndongo Abega, le meilleur de tous les temps. Donc voilà, nous continuons avec David. David, il y a encore un autre article donc, de nos confrères dans le monde qui ont publié près de 600 pèlerins sont décédés pendant la saison actuelle du Hajj en Arabie Saoudite à cause de la chaleur extrême. Mardi, la Jordanie a annoncé le décès de 60 autres pèlerins et l'Égypte 323. Au total, les décès annoncés sont au nombre de 577 depuis le début du pèlerinage. Mes condoléances à tous les musulmans. David, est-ce qu'aujourd'hui, pourrions-nous dire que le réchauffement climatique est une réalité? Vu ce que nous venons de lire sur cet article, la chaleur qui a vraiment ravagé, qui a tué les gens, ceux qui étaient partis pour le pèlerinage à la Mecque, ils ont été ravagés par le soleil, plus ou moins 600 personnes qui sont parties. Et aujourd'hui, David, si il faudra qu'on puisse faire en sorte que une campagne, par exemple, on dit, bon David, viens, comme ça on va faire une campagne pour sensibiliser les gens contre les réchauffements climatiques. Qu'est-ce que vous feriez? On le voit, le réchauffement climatique, où moi je parlerais plus de dérèglement climatique, parce que on se rend compte, même à titre individuel, qu'il y a tout un tas de choses un peu bizarres. À certains endroits, à certaines périodes où il est censé faire chaud, il fait froid. Il y a quelques semaines, par exemple, ici en Suisse, au mois de juin, il était censé faire chaud. Et il y a quelques semaines, je sortais encore en veste. En veste ici. En doudoune même. Voilà, en doudoune même. Et à d'autres endroits où il est censé faire frais, on voit qu'il y a des températures qui montent à 50 degrés, etc. Donc, il se passe quelque chose, climatiquement parlant. Je crois que c'est indéniable. Il y a un relatif consensus scientifique là-dessus. C'est pas mon domaine d'expertise, donc je ne vais pas trop m'avancer sur les points techniques, mais à mon avis, ça semble être une réalité. C'est une réalité. Ça, bien sûr. À mon avis, c'est une réalité. Ouais. Et je crois que c'est une réalité qui doit nous interpeller, d'autant plus en tant qu'Africains. Parce que, n'oublions pas que notre continent est le continent qui risque d'être le plus exposé face à cette réalité. Elle risque d'être explosée à cette réalité comment? Je vais te donner un exemple tout simple. Oui, vas-y. L'année passée, j'étais en Éthiopie. Oui. Il faut savoir que l'Éthiopie, c'est un pays qui a eu des famines terribles. Justement, en partie à cause de ce dérèglement climatique. Parce que voilà, justement, les gens, quand il y a la saison des pluies qui était censée être là, finalement, la pluie n'est pas venue, etc. Et on parle de centaines de milliers de morts. C'est du réel, c'est pas du concret, c'est pas juste des graphiques, des choses qu'on voit sur des cartes, etc. C'est du concret. Ce sont des gens qui n'ont rien à manger à cause de ça et qui meurent. Nos pays africains, ils risquent d'être les plus exposés justement à ce genre de catastrophes, que ce soit des sécheresses ou que ce soit des inondations. On voit beaucoup dans nos pays, par exemple, comme le Congo, ce qui risque de nous toucher davantage, c'est pas forcément la sécheresse, ça va plutôt être les problèmes d'inondation, etc. Donc ça doit nous interpeller d'autant plus. Mais les problèmes d'inondation, là, David, c'est pas, là je parle du Congo, c'est pas parce qu'il y a des constructions anarchiques. C'est pas ça, la ville n'est pas vraiment
bien urbanisé. Et Il y a un autre problème. Donc voilà, les gens construisent où ils veulent. C'est la raison pour laquelle quand il pleut, il y a des inondations. Alors ça, c'est aussi un problème politique. Mais on arrive au deuxième problème de pourquoi est-ce que l'Afrique risque d'être le continent le plus exposé. Il y a quelques années, il y a eu un tsunami au Japon, n'est-ce pas? Il y a eu la catastrophe de Fukushima, etc. Un tsunami de cette ampleur au Japon, je crois que je m'avance sans connaître les chiffres exacts, mais je pense qu'il n'y a pas eu plus de quelques dizaines de morts. Il faudrait vérifier les chiffres. Mais pourquoi? Parce que ça s'est passé au Japon. Parce que le Japon a des infrastructures, etc. Et quand il y a une catastrophe climatique qui arrive, ils sont prêts. Si demain, le même tsunami arrive sur Kinshasa, ça va être compliqué, mais on n'a pas trop de villes côtières au Congo. On est sur là où il y a Banana, le port. Oui, à Mwanda. Voilà. Imagine, tu penses qu'il n'y aura que 10 ou 20 morts? Non. Non, c'est clair que là, ça va se compter en dizaines de milliers. Donc, l'Afrique n'est pas prête à faire face aux conséquences. Voilà. Merci beaucoup, David. Nous continuons, fidèles téléspectateurs. Il y a encore... On peut continuer juste une chose sur ce... Si, vas-y. Parce que je pense qu'il y a quelque chose de très important à se rappeler. On parle du climat. Il ne faut pas oublier que le Congo, c'est là où il y a une des plus grandes forêts tropicales au monde. La deuxième, si je dis. La deuxième, après l'Amazonie. Après l'Amazonie. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a un climat encore plus ou moins respirable dans beaucoup de pays dans ce monde, comme ici en Suisse, si on peut encore respirer normalement, c'est en partie grâce au Congo. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, à mon avis, le Congo devrait faire payer une taxe. À qui? À tous les pays. À tous les pays du monde. Bien sûr. Une taxe climatique. Est-ce que ça pour qu'on arrive là, qu'est-ce qu'il faudra faire pour que les Congos, est-ce que vous êtes sûr que les Congos peuvent faire payer, par exemple, la Suisse, la France, une taxe climatique pour qu'on arrive là? Mais on est en train aussi de regarder les décideurs. Ils peuvent aussi prendre quelque chose à travers cette émission. Donner un peu le schéma, la thématique, comment ça va se passer. Je vais te dire une chose. Oui. Là, déjà, c'est une idée. Maintenant, comment est-ce qu'on fait en sorte que cette idée devienne réaliste? Voilà. Bien sûr, si je me dis demain, le Congo arrive et dit, voilà, maintenant vous devez me payer une taxe. Les gens vont l'envoyer péter, bien sûr. Maintenant, c'est là où ce qu'on appelle le lobbyisme entre en compte. C'est-à-dire qu'il faut faire prendre conscience aux opinions publiques de tout cela. Il faut faire pression à gauche, à droite, etc. Et petit à petit, faire rentrer ce genre d'idées dans l'esprit des gens. De dire que voilà, aujourd'hui, dans les pays occidentaux, il y a des partis politiques qui se battent justement pour ce qu'ils appellent la justice climatique. Donc si ces gens-là se battent pour la justice climatique, on peut faire rentrer nos idées dans ces partis. C'est ça le lobbyisme. Comment aujourd'hui certains États arrivent à faire en sorte que d'autres États prennent des politiques publiques, etc., qui leur sont favorables. Et ben, c'est par ce genre d'action, par le lobbyisme. Et le Congo en est capable. Donc, ne sous-estimons pas nos forces. Je ne dis pas que ça va être facile, que demain on va tordre le bras aux États-Unis et ils vont nous payer. Non. Mais ne sous-estimons pas nos forces. On a des moyens de le faire si on pense à long terme. Voilà, David, il est là. Et si vous désirez quand même contacter David pour qu'il puisse faire ses lobbying auprès des institutions qui se battent pour le climat, donc il est là, David. Il va se battre comme un taureau afin que la République démocratique du Congo soit reconnue au niveau international, une taxe que tous les pays du monde entier doivent payer à la RDC parce que la RDC a une forêt, la deuxième forêt au monde après la forêt d'Amazonie, c'est la forêt équatoriale. Donc les pays pollueurs. Voilà, les pays pollueurs. On sait lesquels sont. Voilà. Merci David. Il y a un article aussi qui est publié, chaque chose en son temps, et le temps du déclin de l'empire Kagame approche
à grands pas. Paul Kagame, le président rwandais, doit donc savoir lire les signes des temps, même si personne ne peut en ce moment dire avec précision la date et l'heure à laquelle sonnera les glaces. Le fait montre que la fin du régime sanguinaire de Paul Kagame est proche. Qualifié de sanguinaire par ses détracteurs, d'un véritable fauteur des troubles dans la région des Grands Lacs et surtout un président de la République prêt à tout pour conserver son pouvoir. Le président rwandais Paul Kagame vit peut-être ces derniers instants à la tête du Rwanda. Au vu des événements qui se succèdent ces dernières années, plusieurs signes président la fin de règne sans partage d'un expansionniste sans pareil. Au pouvoir depuis plus de 20 ans, les nouvelles en provenance de la ligne des fronts où des tenses combats opposent sur les terres congolaises, les FARDC et aux éléments de l'armée rwandaise RDF et l'air patin du M23. Les agresseurs ne font que perdre du terrain. Pas plus tard qu'hier, les militaires de Paul Kagame et alliés ont vu leur position vers Kanyabanyonga être pilonné par les militaires de la RDC déterminés à pourchasser l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. David, si nous avons choisi cet article parce que nous suivons, vous et moi, et je pense bien qu'étant que politicien avéré, je peux dire comme ça, je me permets d'utiliser ces mots, nous sommes en train de voir sous la toile, on a exposé Paul Kagame, il y a le média qui parle, et nos confrères qui sont entrés, qui ont enquêté sur le régime de Paul Kagame, qui affirme qu'il est vraiment un sanguinaire. C'est lui, pendant plus de 35 ans, qui est en train d'occasionner la mort de nos frères, de nos sœurs à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, je souhaiterais quand même que vous puissiez parler, ou soit donner votre réflexion, étant que politique. Pourquoi alors, pendant au moins 30 ans, que Paul Kagame était soutenu, parce qu'il ne le fait pas vraiment tout seul, il le fait, je connais pas, je maîtrise pas vraiment bien, il le fait avec la bénédiction de qui, mais il le fait certainement avec la bénédiction des puissances occidentales. Alors dites-nous, tant que politiciens, pourquoi ils ont attendu plusieurs années, c'est aujourd'hui qu'on commence maintenant à faire dépouiller, ou soit ils veulent baisser la culotte de Paul Kagame à jour devant tout le monde. La date de péremption de Kagame viendra. Quand est-ce qu'elle est, je ne sais pas. Comme viennent de dire nos confrères sur leur article, on espère. On ne connaît pas les jours ou la date, mais ça s'annonce déjà. De toute manière, historiquement parlant, elle viendra. Maintenant, je crois que on vit en fait une époque qui est assez singulière, justement, dans l'histoire de ce conflit. Pourquoi est-ce qu'on en parle plus maintenant et pourquoi est-ce qu'on voit beaucoup de choses bouger depuis à peu près 1-2 ans? Je crois qu'il y a deux choses qui expliquent ça. Premièrement, il y a une efficacité des Congolais. L'efficacité des Congolais. Voilà, de porter leur message, de porter leur voix sur la scène internationale. On entend de plus en plus parler de ça, que ce soit sur... je te donne l'exemple des réseaux sociaux. Il y a quelques années, jamais j'entendais par exemple des non-congolais parler du Congo. Aujourd'hui, il n'y a pas une semaine qui passe sans que je ne vois pas des... Et ça, c'est très important de voir qu'est-ce que les non-congolais, enfin, qu'est-ce que les gens qui ne sont pas directement impliqués dans un conflit disent d'un conflit. Aujourd'hui, je vois de plus en plus justement de pages, etc., de gens, de personnes qui n'ont rien à voir avec le Congo. Voilà, donner du soutien moral au Congo, parler de la situation au Congo, etc. Et ça, c'est dû à une certaine résilience des Congolais, à tous les niveaux, qui ont su et qui savent de plus en plus justement médiatiser cette cause. On parlait, faire des manifestations, on parlait aussi dans les instances diplomatiques, etc. Marteler vraiment avec ça. Ça, c'est la première dynamique, et c'est une dynamique qui est ascendante.
La deuxième dynamique, c'est une dynamique plus géopolitique, je dirais. Il faut comprendre que quand le système Kagame s'est mis en place, c'est-à-dire dans les années 90, c'était, géopolitiquement parlant, une période de l'histoire tout à fait particulière. C'est-à-dire que pendant très longtemps, durant toute la guerre froide, il y a eu le bloc des Occidentaux et le bloc des pays communistes, on va dire, socialistes, etc. 1991, qu'est-ce qui se passe? URSS n'existe plus, c'est la débandade, etc. Et donc, il arrive dans cette décennie un moment qui est unique dans l'histoire, où il y a une superpuissance qui a les mains libres, c'est-à-dire la superpuissance américaine. Et c'est-à-dire que c'est les mains libres donc pour faire ce qu'ils veulent dans le monde entier. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? Justement, ils ont attaqué certains pays, ils ont mis en place certains dictateurs dans certains endroits pour servir leurs intérêts. Et Kagame, c'est pas un secret, on sait qui sont ses soutiens. Les principaux soutiens de Kagame, c'est les États-Unis et le Royaume-Uni, depuis toujours. Donc, Kagame jouissait de cette position où, voilà, finalement, il avait ses sponsors qui étaient là, et ces sponsors pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient. Parce qu'il n'y avait pas de puissance, on va dire, pour faire une lutte d'influence avec eux. Mais qu'est-ce qu'on observe depuis déjà les années 2000, et de plus en plus à partir des années 2010, c'est qu'il y a d'autres puissances qui commencent à rentrer dans la danse. Dans les années 2000, il y a la puissance chinoise, qui s'est impliquée de plus en plus en Afrique. Cette dynamique a continué en 2010. Aujourd'hui, il y a la puissance russe, qui est née de nouveau, on va dire, qui a ressuscité. Après la dislocution... Qui dormait un tout petit peu, mais là... Après la dislocution de l'URSS, il y a eu une quinzaine d'années où la Russie n'existait quasiment plus, oui. Maintenant, il y a ce retour. Et il y a justement cette politique russe de s'impliquer de plus en plus en Afrique. Et il ne faut pas croire, les Américains voient ça et agissent en conséquence. À mon avis, la peur des Américains aujourd'hui, c'est de voir le Congo basculer dans la zone d'influence des BRICS, c'est-à-dire de la Chine et surtout de la Russie. Et du coup, cette peur les force politiquement à mettre de l'eau dans leur vin. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus soutenir juste Kagame, lui donner carte blanche, dire voilà, tu fais ce que tu veux, tant que ça sert nos intérêts. Parce que s'ils font ça, ils savent qu'au bout d'un moment, le Congo va dire bon bah y a la Russie qui nous tend les mains, donc on va aller là. Et ça serait catastrophique pour les États-Unis. Donc les États-Unis jouent en fait en ce moment un jeu d'équilibriste, c'est-à-dire que ils doivent un peu lâcher du lest au Congo, lui donner un peu des souffles. Voilà, du souffle, voilà, faire des promesses, etc. Et ils doivent un peu raffermir la laisse de Kagame. Donc c'est un peu à ça qu'on assiste, à mon avis aussi. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous avons réussi pour vous Jean-David Tshibamba, qui était notre invité dans cette émission, La Diaspora. Merci comme ça à toi, Marquis Toussé-Voutaï S. Merci également aussi à toi, la Nefertiti congolaise, Maman la Rosette, Junior Rosini Bata, à partir de Paris. Merci infiniment. Vous étiez très nombreux pour suivre cette émission, La Diaspora. Je vais vous retrouver très prochainement avec d'autres invités, mais pour l'instant, restez branchés sur la chaîne de référence Antenne A et à bientôt. Ciao, ciao.